Mon frère cadet a pris le cadeau que ma fille lui a donné et a dit, une saleté bon marché et immonde. Puis il le lui a rejeté au visage. Là, à sa propre fête d'anniversaire. Mes parents ont juste eu un sourire en coin. Je n'ai pas discuté. J'ai retiré mon investissement, repris la BMW, et dit, à partir de maintenant, tu te débrouilles tout seul. Il a cru que je plaisantais. Jusqu'à ce que tout disparaisse. Nos parents, eux, se sont contentés de sourire en coin. Je n'ai pas discuté. Je suis Nadia Crane, 38 ans, mère célibataire, ingénieur logiciel en télétravail, et je gagne 115 000 $ par an. Pendant 8 ans, j'ai payé le loyer de mes parents et j'ai prêté 70 000 $ à mon frère pour ouvrir sa boutique de poterie à Barrio Viejo, Tucson, avec sa BMW de 2019 comme garantie. J'ai tout arrêté, j'ai fait saisir la BMW, et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu te débrouilles tout seul. Il a cru que je bluffais, jusqu'à ce que tout disparaisse. Prenez votre popcorn et abonnez-vous si votre famille s'est déjà servie de vous comme d'un distributeur automatique, car les retombées ont été un désastre total. Il y a 6 ans, Gage est entré chez moi avec un plan détaillé aux couleurs vives. Il avait 27 ans, sortait d'un autre petit boulot sans avenir, et ses yeux brillaient comme s'il avait découvert de l'or. Les pages montraient des tasses faites à la main, des jardinières personnalisées, et une vitrine à Barrio Viejo, un lieu touristique de choix à Tucson. Il a parlé chiffres, coût de démarrage de 70 000 $, seuil de rentabilité en 18 mois, marge bénéficiaire de 30%. J'étais assise à la table de la cuisine, pendant que Kendall coloriait dans le salon, et il a fait glisser le dossier vers moi comme si c'était un billet de loterie gagnant. Il squattait des canapés depuis des mois, après que son dernier boulot dans un entrepôt soit tombé à l'eau. Chaque semaine, il avait une nouvelle idée, food truck, boutique de vapotage, et maintenant, la poterie. J'avais déjà tout entendu, mais cette fois, il avait apporté des tableurs, de vraies projections. Il a dit que la BMW de 2019, garée dehors, pourrait garantir le prêt si je me portais co-signataire. J'ai hésité. Mon divorce avait été finalisé 2 ans plus tôt, et mes finances étaient enfin stables. Le codage à distance me rapportait 115 000 $. Pas de politique de bureau, pas de course pour la garderie. Mais Gage a insisté, la famille, ça s'entraide. La semaine suivante, nous avons rencontré Lan Foster en ville. Lan a exposé les conditions, claires et simples, un taux d'intérêt de 5,5%, 1 400 $ de mensualité, le capital dû en 5 ans, et le titre de propriété complet de la BMW en garantie. Gage a signé rapidement, le stylo crissant bruyamment dans le bureau silencieux. J'ai ajouté mon nom en dessous, le cœur battant, mais la main ferme. Le concessionnaire a transféré la voiture à son nom l'après-midi même. Il est parti en faisant un signe de la main, la radio à fond. Les 6 premiers mois se sont bien passés. Les paiements arrivaient sur mon compte le premier du mois, par virement automatique. Pas besoin de relancer. Il m'envoyait des photos, des étagères garnies de bols vernissés, des touristes prenant des clichés, un menu sur ardoise annonçant la collection « Fleurs du désert ». L'Instagram de la boutique a atteint 2000 abonnés. Il postait des stories de lui, cuisant des poteries à minuit, l'argile sous les ongles, souriant comme un enfant. Je transférais les reçus à Lan, qui acquiesçait d'un signe de tête approbateur lors de nos bilans trimestriels. Puis, les textos se sont raréfiés. 1 mois est devenu 2. J'ai appelé. Il a blâmé des retards dans la chaîne d'approvisionnement, affirmant que les prix de l'argile avaient doublé. Un autre mois, pas de paiement. Je suis allé à Barrio Viejo, sans prévenir. La porte d'entrée était verrouillée. En plein après-midi, les lumières étaient éteintes, et la poussière recouvrait les bols en vitrine. Gage a répondu au téléphone depuis la terrasse d'un bar, la voix pâteuse à cause de la bière. C'est juste une mauvaise passe, Serette. Laisse un peu de temps. Je lui ai rappelé pour la BMW. Il a ri, balayant ma remarque. Pendant ce temps, le loyer de papa et maman continuait d'être prélevé sur mon compte courant, 1 300 $, chaque premier du mois, comme une horloge. Les médicaments pour le diabète de Clyde absorbaient la moitié de leur sécurité sociale, et Marlène faisait encore des extras à la caisse du Fries de Southside. Leur frigo restait plein, la climatisation fonctionnait, et le Wi-Fi ne bronchait jamais. Je me suis dit que c'était temporaire, que Gage allait rattraper son retard. Un jeudi, Kazé m'a interpellé à la machine à café virtuelle. Nous programmions en binôme depuis la pandémie, 2 mères célibataires échangeant des mèmes entre 2 sprints.
Elle a vu les alertes de virement sur mon écran partagé. Tu finances toute la bande, a-t-elle dit, sans détour. Ce rêve de poterie, c'est un gouffre financier. Je l'ai ignoré. Gage était de la famille, le sang ne fait pas défaut. Elle a juste haussé un sourcil et a coupé son micro. J'ai laissé les prélèvements automatiques. Kendall m'a demandé pourquoi oncle Gage ne venait plus. Je lui ai dit qu'il était occupé à construire quelque chose de grand. Elle a hoché la tête et est retournée dessiner des fleurs du désert sur des bouts de bois. Le four de Barrio Viejo est resté froid. J'ai réservé une table à El Charro, mais Gage a dit qu'il était occupé. Cet après-midi-là, sur Facebook, je suis tombé sur les photos de sa fête privée, chez papa et maman. Kendall a vu la même publication et n'a pas voulu lâcher l'affaire. Elle serrait la boîte en bois qu'elle avait sculptée après l'école, pendant 4 mois entiers. Le nom de Gage en lettres grasses, des cactus du désert gravés sur les bords, et un couvercle monté sur de minuscules charnières en laiton, qu'elle avait acheté avec son argent de poche. Il faut qu'oncle Gage la voie en personne, a-t-elle insisté, les yeux grands ouverts. J'ai soupiré, j'ai pris les clés, et nous avons conduit les 20 minutes jusqu'à South Tucson. Leur rue était la même, des trottoirs fissurés, des clôtures en grillage, et les flamants roses en plastique de maman, devenus rose pâle. Des voitures remplissaient l'allée, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des voisins de l'ancien quartier. Gage avait tendu des guirlandes de piments lumineux sous l'abri d'auto, ou des tables pliantes croulaient sous les tamales et les coronas. La musique sortait à plein volume d'une enceinte Bluetooth. Kendall est sortie avant même que je ne sois garé, la boîte sous le bras comme un trésor. Nous sommes passés par le portail latéral. Gage se tenait au centre de l'attention, dans une nouvelle chemise en lin, une bière à la main, riant avec un cercle d'amis. Kendall a marché droit sur lui. Joyeux 33 ans, oncle Gage. Elle a tendu la boîte bien haut. Il a baissé les yeux, un sourire méprisant aux lèvres. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a soulevé le couvercle, a jeté un œil à l'intérieur, au revêtement de velours vide destiné à sa collection de montres. Puis il a grogné. De la camelote faite main, ça ne vaut rien. Avant que quiconque puisse réagir, il a projeté la boîte en plein visage de Kendall. Le bois a craqué contre sa joue, la charnière en laiton éraflant sa peau. Elle a reculé en trébuchant, la boîte s'écrasant sur le béton. Le jardin s'est figé. Clyde a levé les yeux de sa chaise longue, sa pompe à insuline accrochée à sa ceinture, et a juste gloussé. Marlène, essuyant de la salsa de ses doigts, a secoué la tête. Les jeunes de nos jours, toujours avec leur bricolage. Une cousine a sorti son téléphone et a commencé à filmer. En quelques secondes, le chat de groupe de la famille a explosé. Des émojis qui rient. La vraie famille, c'est ça. La sœur et la nièce pas invitées. Un classique. La lèvre de Kendall tremblait, un mince filet de sang là où la charnière l'avait coupé. Je me suis agenouillé, j'ai ramassé le couvercle éclaté. J'ai vu ces 4 mois de soirée tardive défiler sur le grain brisé du bois. Gage s'est retourné vers ses amis comme si de rien n'était. Je me suis levé, le téléphone déjà en main. J'ai pris une photo rapide de la BMW, garée de travers sur la pelouse, son nom sur le titre, ma garantie. Puis, le dernier relevé de loyer sur mon application bancaire, 1300 $ dû dans 3 jours. J'ai tapé une seule ligne dans le chat de groupe, en joignant les 2 images. Vous vous débrouillez seul. Tout s'est arrêté. Les téléphones ont vibré autour des tables. La tête de Gage s'est tournée brusquement vers moi. Tu plaisantes. Je n'ai pas répondu. Kendall a attrapé ma manche et nous sommes partis, passant devant les guirlandes lumineuses. Le portail a claqué derrière nous. Dans la voiture, elle pressait un mouchoir sur sa joue, en silence. J'ai démarré le moteur, les pneus crissant sur le gravier. Les cris de Gage se sont estompés alors que nous rejoignions la route principale. De retour à la maison, j'ai bloqué le chat de groupe. Kendall a pris une douche et en est sortie avec un pansement papillon de la trousse de secours. Elle a posé la boîte cassée sur son bureau, l'a fixée longuement, puis a ouvert son ordinateur portable et a commencé un nouveau design, quelque chose de plus acéré. Pas de cactus. Je me suis connecté à la banque, j'ai survolé le paiement automatique pour le loyer de papa et maman. Mon doigt a hésité, puis a cliqué sur désactiver. Une confirmation est apparue, paiement programmé annulé. Cette nuit-là, Gage a laissé 4 messages vocaux. Le premier, en colère, puis suppliant.
Je les ai tous supprimés sans les écouter. Kendall s'est endormi avec la lampe de bureau allumée, des copeaux de bois encore dans les cheveux. Je me suis assise sur le canapé, fixant l'écran noir, et j'ai ressenti le premier vrai silence en 8 ans. Le lendemain matin, Lane Foster a envoyé la lettre de mise en demeure officielle. Objet, avis de défaut, près de Gage Brox. En pièce jointe, un PDF estampillé en rouge, la période de régularisation de 30 jours était déjà à moitié écoulée. Je l'ai transféré à la société de recouvrement que Lane gardait sous contrat, la même qui gérait les saisies pour la moitié des prêteurs du comté de Pima. Ils ont confirmé la prise en charge pour 10 heures précises, sans prolongation. J'ai préparé du café, en regardant Kendall recoller la boîte éclatée avec de la colle à bois. Elle ne parlait pas, elle ponçait juste le bord rugueux où la charnière s'était arrachée. À 9h45, mon téléphone a vibré avec un lien de flux en direct du chauffeur de la dépanneuse. J'ai cliqué. Le trottoir de Barrio Viejo, l'enseigne de poterie qui se balançait. Gage faisait les 100 pas devant, dans sa chemise de la veille, hurlant dans son portable. Le camion plateau est arrivé. 2 types en gilet haute visibilité en sont sortis. Gage s'est jeté sur la portière du conducteur, mais l'agent de recouvrement l'a esquivé, et a accroché la BMW en moins de 3 minutes. La chaîne a cliqueté, le moteur a vrombi, la voiture s'est soulevée comme un jouet. Les touristes se sont arrêtés, téléphone en main. Gage a poursuivi le camion sur la moitié du pâté de maison avant qu'il ne tourne au coin. La vente aux enchères a été publiée en ligne cet après-midi-là. Mise à prix, $25 000, sans prix de réserve. Les offres sont arrivées de concessionnaires de Phoenix, d'un collectionneur de Sedona. Le dernier coup de marteau est tombé à $35 000, viré sur le compte en fiducie de Lane avant la fermeture des bureaux. Solde déficitaire, $45 000, désormais non garanti. Lane a déposé un jugement de privilège sur les futurs salaires de Gage, procédure standard. J'ai ouvert l'application bancaire, j'ai fait défiler jusqu'au virement récurrent. Le loyer de papa et maman, $1 300 dû dans 48 heures. Électricité, eau, internet, 4 cents de plus combinés. J'ai survolé chaque ligne, le pouce stable, puis j'ai tout désactivé. Des bannières de confirmation vertes ont clignoté, annulé. Pour la première fois en 8 ans, la chaîne était brisée. Gage a commencé à appeler à midi. La première sonnerie est allée sur la messagerie. Sa voix était cassée, avec le bruit de fond de la boutique vide. Serette, on peut en parler. Supprimé. Le deuxième appel, plus en colère. Tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit. Supprimé. Le soir, 7 autres appels, supplications, marchandages, menaces de dire à Kendall que j'étais sans cœur. J'ai laissé la boîte de réception se remplir. La batterie est morte pendant la nuit. 2 jours plus tard, le propriétaire a affiché un avis de « payer ou quitter sous 3 jours » sur la porte de la poterie. Gage a raclé un loyer partiel avec des cartes de crédit, achetant une semaine. Les clients se sont raréfiés. Le drame de la saisie s'est répandu sur Yelp. Les étagères étaient à moitié vides, le four froid depuis que le courant avait été coupé pour non-paiement. Gage a essayé des ventes éphémères au marché du week-end, les pains d'argile se fissurant au soleil. Le propriétaire a changé les serrures exactement 14 jours après l'avis. Gage s'est pointé avec un sac de sport, a trouvé la chaîne, a donné un coup de pied dans la porte, puis s'en est allé. J'ai imprimé le reçu de la vente aux enchères, je l'ai glissé dans une enveloppe avec l'avis de déficit, et je l'ai envoyé en recommandé à l'adresse de papa et maman. Pas de mots, juste les faits. Kendall a demandé si grand-mère et grand-père iraient bien. J'ai dit qu'ils avaient des options. Elle a hoché la tête, et est retournée sculpter une nouvelle pièce. Des lignes plus dures, cette fois. Lane a appelé en fin de semaine. Jugement enregistré. La saisie sur salaire serait prête dès qu'il gagnerait à nouveau de l'argent. Je l'ai remercié, j'ai raccroché. Le dernier message vocal de Gage était horodaté à 2 heures du matin. En sanglots, il promettait de payer le double si je réactivais le loyer. J'ai vidé la file d'attente et bloqué le numéro. La maison est restée silencieuse. Plus de prélèvements automatiques à l'aube. 3 semaines plus tard, des coups violents ont frappé la porte à 1 heure du matin. Kendall s'est redressé d'un bond dans son lit, les yeux écarquillés, puis s'est réfugié dans son placard, les genoux contre la poitrine, au milieu des vêtements suspendus. Je suis sorti de ma chambre en silence, me suis plaqué contre le mur du couloir,
le cœur battant à chaque coup qui résonnait comme un marteau sur le bois. L'application Ring brillait sur mon téléphone, le flux du Porsche en direct. Gage se balançait sous la lumière, la chemise sortie du pantalon, une bouteille pendant à sa main. Il a de nouveau frappé la porte. « Tu as ruiné ma vie. » Sa voix pâteuse a traversé le panneau, résonnant dans la rue silencieuse. Kendall gémissait depuis le placard. J'ai chuchoté à travers la fente. « Reste là. Verrouille la chambre. » Elle a hoché la tête, le visage pâle dans l'obscurité. Un autre coup, du poing cette fois, faisant vibrer le cadre. Gage a donné un coup de pied dans la plainte. « Ouvre, on est de la même famille. » La caméra a capturé chaque titubation, chaque insulte, avec l'horodatage défilant. J'ai composé le 911, à voix basse. Intrusion à mon adresse, il frappe à la porte. Il est en état d'ébriété. L'opératrice a demandé si nous étions en sécurité à l'intérieur. Oui. Porte verrouillée, la caméra enregistre. Elle a envoyé des unités, est à 4 minutes. Les sirènes se sont approchées rapidement. Gage les a entendues, s'est retourné, a essayé la poignée une dernière fois. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées, les gyrophares balayant la pelouse de rouge et de bleu. Les officiers lui ont ordonné de reculer, les mains visibles. Il a résisté, agitant les bras, jusqu'à ce que les menottes claquent. Ils l'ont fait monter à l'arrière, la bouteille confisquée. Un policier a frappé doucement. « Madame, ça va ?» J'ai entrouvert la porte, montré ma carte d'identité. Il a regardé les images de la Ring sur sa tablette et a hoché la tête. On va l'embarquer pour trouble à l'ordre public. Déposer une ordonnance demain. Le greffier du tribunal a traité l'ordonnance restrictive avant midi. 200 mètres de distance, aucun contact, avec effet immédiat. Gage a signé sous la contrainte au poste, les yeux injectés de sang. La première violation a eu lieu 2 nuits plus tard. Numéro inconnu. Messagerie vocale. Une respiration lourde, puis ça a raccroché. Tracé jusqu'à un téléphone prépayé dans une station-service. La police a émis une contravention, 5 cents d'amende, 90 jours avec sursis en cas de non-récidive. J'ai commandé des serrures intelligentes en ligne. Marque Auguste, contrôlées par une application. Arrivé le lendemain. Je les ai installées moi-même, perçant dans le cadre pendant que Kendall tenait le niveau. Le pen dormant glissait en douceur, un carillon confirmant le verrouillage. Elle a testé le code 3 fois, le doigt stable maintenant. Cette nuit-là, elle a laissé sa lampe de bureau allumée, l'ampoule projetant une douce lueur sous la porte. Ce schéma a duré un mois entier, lumière allumée jusqu'à l'aube, porte du placard entr'ouverte, juste au cas où. La photo d'identité judiciaire de Gage a circulé sur l'application de surveillance du quartier. Les livreurs le reconnaissaient, refusaient les colis à l'ancienne adresse de papa et maman. Kendall a commencé des séances de thérapie via le conseiller scolaire, qui a noté des pics d'anxiété autour des bruits de coups forts. J'ai assisté à une soirée parents-professeurs, j'ai appris des techniques de respiration à lui enseigner. Les alertes Ring sont restées armées, les zones de détection de mouvement resserrées sur le Porsche. Un soir, une voiture inconnue tournait au ralenti de l'autre côté de la rue. Moteur éteint, la silhouette du conducteur visible. J'ai pris une photo, l'ai envoyée à la police, ligne non urgente. Il s'est avéré que Gage avait emprunté la voiture d'un ami, violation signalée, une autre amende. Le juge a prévenu que la prochaine infraction signifierait la prison. Il a cessé de se montrer après ça. La lampe de Kendall s'est finalement éteinte au 31e jour. Elle est sortie pour le petit déjeuner, les cheveux en bataille, avec un petit sourire. Je crois qu'on est tranquille. J'ai versé des céréales. J'ai hoché la tête. La maison s'est installée dans un nouveau rythme. Pas de coups à minuit, pas d'appels inconnus. La serrure intelligente bipait amicalement à chaque entrée. Papa et maman ont commencé à se montrer à l'entrée de l'entreprise à l'heure de pointe. Clyde, en équilibre sur sa canne dont l'embout en caoutchouc crissait sur le bitume chauffé par le soleil. Marlène tenait une pancarte en carton aplati, ancrée en gras, fille ingrate. 16h45, les ingénieurs en suite à capuche et Nike sortaient en masse, certains s'arrêtant pour lire, d'autres levant leur téléphone. Une Tesla blanche a ralenti, le conducteur regardant bouche bée. La radio du poste de sécurité a grésillé. Je regardais le moniteur du hall depuis l'open space du 3e étage.
Les RH étaient déjà sur Slack, incident à l'entrée. J'ai envoyé le flux de la caméra externe. 2 gardes en polo bleu marine sont sortis, oreillettes en place, badge brillant. Monsieur, madame, propriété privée. Veuillez vous déplacer sur le trottoir public. Clyde s'est redressé, la voix rauque après des décennies de cigarettes sans filtre. C'est ma fille. Une affaire de famille. Marlène a brandi la pancarte plus haut, manquant de heurter un scooter électrique qui passait. Les gardes les ont flanqués. Paumes ouvertes, guidant sans contact, juste par leur présence. Ils ont atteint la limite de la propriété. Avertissement verbal d'intrusion délivré. Un retour équivaudrait à une violation de propriété criminelle. Clyde a grommelé à propos d'avocat. Marlène a plié la pancarte, l'a glissée sous son bras. Ils se sont traînés jusqu'à leur Corolla 2005 déglingué, garé de l'autre côté de la rue, le moteur tout sautant pour démarrer. Ce soir-là, j'ai transféré le clip au RH. Le conseil juridique a rédigé une mise en demeure sur papier à en-tête de l'entreprise, envoyée en recommandé à l'adresse de South Tucson. Le loyer était toujours à jour. Puis le suivi a confirmé, Marlène a signé 2 jours plus tard. Objet, cessation immédiate de tout contact sur le lieu de travail. Les RH ont classé une copie dans mon dossier, signalé pour escalade. 1 mois plus tard, le propriétaire a scotché l'avis de « payer ou quitter sous 3 jours » en rouge sur leur porte d'entrée. Le paiement automatique s'était arrêté des semaines plus tôt. Le premier cycle manqué, le second a déclenché le défaut. Solde, $2600, plus les pénalités. Clyde a laissé un message vocal à la réception. Dites à Nadia que l'insuline de son père coûte cher. Transféré au RH, ajouté au dossier. Je suis restée silencieuse. Le compte à rebours de 30 jours pour l'expulsion a commencé avec le dépôt au tribunal. L'adjoint du shérif a affiché l'avis final jaune, en gras, verrouillage imminent. Le jour du déménagement est arrivé, sans nuages. Un camion U-Haul tournait au ralenti dans l'allée fissurée, une rallonge orange serpentant jusqu'au garage pour les derniers cartons. Les voisins regardaient derrière leur store. Marlène emballait de vieux albums photos dans des bacs en plastique étiquetés au marqueur. Clyde dirigeait depuis une chaise en nylon sur le porche, son concentrateur d'oxygène portable bourdonnant. À midi, la maison était vide, les clés sur le comptoir, les stores à moitié baissés. Les nouveaux locataires, un couple avec un bambin et un labrador, ont signé le bail cet après-midi-là. Le propriétaire a changé les serrures, a fait suivre le courrier en poste restante. Ils se sont installés au motel 6 près de l'autoroute, chambre 8, rez-de-chaussée, près de la machine à glace. $900 en espèces d'avance pour 30 nuits, sans carte. Le néon, vacancy, clignotait à travers les rideaux fins. Marlène a publié un post public sur Facebook. Une fille a expulsé ses parents. Priez. En taguant mon profil professionnel. J'ai fait une capture d'écran, archivée au RH. Le taux de glucose de Clyde a grimpé en flèche avec les pâtisseries de distributeurs. La facture des soins d'urgence a atteint $1200, envoyée en port du motel. Gage a activé Uber Eats sur un iPhone 8 fissuré. Il a emprunté une Civic 2008 cabossée à un pote de soirée casino. Support de téléphone à ventouse sur le tableau de bord, sac de livraison rouge à l'arrière. Commande rare, salade du centre-ville, tacos de fin de soirée. Pourboire moyen, $3. Essence, $40 par jour. Résultat net, équilibré. Il inclinait son siège sur les parkings de Walmart, avec une couverture de magasin à $1, l'alarme réglée pour les courses de 4 heures du matin. Son essai à la salle de sport La Fitness a expiré quand sa carte a été refusée. La sécurité a enregistré une deuxième visite à l'entrée 3 semaines après la première. Marlène, seule, avec une pancarte plus petite sur une feuille d'imprimante. Aidez vos parents. Arrivé à 16h30, juste à la limite. Les gardes l'ont intercepté avant la sortie massive des employés. Les RH ont émis une ordonnance d'interdiction finale, copiée à la police de Tucson. Interdiction de campus effective, photo distribuée au poste de garde. Clyde a essayé mon email professionnel depuis la bibliothèque, rejeté. Objet enregistré, tu le regretteras. Le gérant du motel a frappé à la porte le 24e jour, la prolongation était due à midi. Les fonds manquaient après la quote-part des urgences. Ils ont chargé les bacs dans la Corolla, le coffre fermé avec une corde. Ils ont rejoint Gage au Walmart pour la nuit.
3 personnes dans 2 voitures, les fenêtres entr'ouvertes, de la buée à l'aube. Gage a livré des burritos pour le petit déjeuner, et est revenu avec des galettes de pommes de terre et du café pour senior. Marlène a parcouru un Did sur un Android fissuré, aucun rappel pour des postes de caissière. J'ai fait bloquer toutes les adresses de réexpédition vers une boîte postale. Kendall a posé une question sur ses grands-parents une fois, devant ses céréales. J'ai dit, les actions ont des conséquences. Elle a hoché la tête, ponçant une nouvelle boîte à puzzle, avec des panneaux coulissants, sans clous. Les feux de sécurité sont restés propres après l'interdiction. Plus de pancartes. 1 an plus tard, une lettre manuscrite de Gage est arrivée. Enveloppe postée de Tucson, sans adresse de retour. Mon nom, écrit d'une encre bleue tremblante. À l'intérieur, 3 pages arrachées d'un bloc-notes jaune, froissé et taché de café. Serette, j'ai eu tort. Je le vois maintenant. La boutique, la voiture, le loyer, tout. Je t'ai considéré comme acquise. Le diabète de papa s'est aggravé au motel. Les médecins parlent d'amputation sous le genou si on ne paie pas le spécialiste. S'il te plaît, pardonne-moi. Une dernière chance. Je l'ai lu à l'îlot de la cuisine, la lumière du matin filtrant à travers les nouveaux stores. Kendall versait des céréales en face de moi. Maintenant 16 ans, les cheveux plus longs, la voix plus assurée. Elle a jeté un coup d'œil aux pages. Oncle Gage. J'ai hoché la tête. Elle a repoussé son bol, a attendu. J'ai plié la lettre une fois, les remise dans l'enveloppe, et les glissé dans la poubelle, sous le marque de café d'hier. Cet après-midi-là, j'ai rédigé une simple carte postale. Blanche, sans image. Nous ne sommes plus une famille. Postée depuis la boîte du coin. Sans signature, juste le cachet de la poste. Aucun contrat proposé, aucun argent offert, aucun numéro de téléphone inclus. Gage n'a jamais répondu. La lettre était à sens unique. Nous avions déménagé 3 mois plus tôt. Un lotissement calme au nord de la ville, des murs en adobe, des agrumes dans le jardin. Une construction neuve, 2 étages. La chambre de Kendall donnait sur les contreforts de Catalina. J'ai changé tous les numéros, portable, travail, extension. Même celui du vétérinaire pour le chat que nous avions adopté. Le service de réexpédition a expiré après 90 jours. Les anciens emails étaient rejetés. Les profils des réseaux sociaux, nettoyés. Les connexions privées, coupées. Kendall s'est épanoui dans ce nouvel espace. Un établi de menuiserie dans le garage, des outils électriques achetés avec ses économies d'anniversaire. Elle a construit une boîte à bijoux en cèdre pour sa meilleure amie, avec des joints en queue d'aronde et un compartiment secret. Elle l'a présentée à la foire du comté, a remporté la 2e place. Le trophée est sur la cheminée, le ruban bleu flottant. La thérapie s'est terminée après 6 séances. Le conseiller a conclu, résiliente, limite solide. J'ai été promu dans l'entreprise, ingénieur senior, horaire flexible, option d'achat d'actions acquises. Kazé et moi organisions des soirées de jeux virtuels, les enfants construisant des Lego en arrière-plan. Plus de signalements au RH, plus de photos à l'entrée. Les flux de sécurité, archivés, vierges. Des rumeurs nous parvenaient par des cousins éloignés. Gage livrait toujours, la civique à bout de souffle. Les parents alternaient entre des motels à la semaine. Les bons d'alimentation, approuvés. Le pied de Clyde, sauvé par une clinique de bienfaisance. Amputation partielle d'un orteil, maintenant un déambulateur. Marlène était désormais caissière dans un magasin à $1, son badge de nom de travers. Aucune tentative de contact après la carte postale. Kendall a posé une question une fois, lors d'une randonnée à Sabino Canyon. Est-ce qu'il te manque? Bouteille d'eau à la main, poussière du sentier sur ses baskets. J'ai pensé à la boîte éclatée, au cou à la porte, aux pancartes en carton. La personne que je pensais qu'ils étaient me manque. Elle a hoché la tête, a ajusté son sac à dos, et a continué à marcher. Le soleil a plongé derrière la montagne, le ciel orange et calme. La famille n'est pas un distributeur automatique. Le sang ne donne pas droit à des retraits sans fin. Quand on cesse de donner, les masques tombent. On voit qui est resté par amour, et qui est resté par convenance. Nous avons construit un cercle plus petit, plus soudé, plus vrai. Le rire de Kendall résonnait dans la nouvelle maison, le bruit des outils vrombissant dans le garage.
La paix n'était pas spectaculaire. C'était des matins tranquilles. Sans prélèvements automatiques, sans coup à minuit. La leçon est restée. Protège ta paix comme du code. Teste les limites. Valide les changements. Déploie sans regret.